Bonjour, eh ben, merci à tous deux, Julien et Yannick. Voilà, j'ai les commandes, donc si j'ai bien compris. Donc, le, dans mon sujet, hein, la manière dont j'ai interprété la demande donc de Julien et Gianni, euh, c'est avec cette question, hein, et si les imaginaires de l'IA étaient des antidotes à ces poisons. Voilà. C'est quelque chose qui est assez en phase, en fait, avec notamment des réflexions que j'ai pu mener dans le bouquin Dans les imaginaires du futur, et avec un questionnement qui est toujours un peu le même, c'est-à-dire que il y a aujourd'hui, en fait, si je veux simplifier quand même, deux imaginaires transversaux qui sont d'une grande puissance. Euh, il y a un imaginaire qu'on pourrait qualifier d'écologique et qui croise plusieurs dimensions. Imaginaire de l'effondrement, imaginaire de l'apocalypse, post-apocalyptique. De certaine manière, les zombies font partie de ces imaginaires, au même titre. Euh, si on va au mur, quoi qu'il arrive, que faire? Une sorte de sidération par rapport à ce qui est en train de se passer. Je ne parle même pas de la loi qui a du plomb dans l'aile. Euh, de l'autre côté, il y a d'autres imaginaires. Il y a des imaginaires technologiques qui vont nous occuper ici. Et là, en fait, si on considère l'université de singularité aux États-Unis, si on considère un certain type donc, de démarches et d'imaginaires liés à la technologie, notamment aux intelligences artificielles, là encore, là on est dans un dépassement, dans un imaginaire de dépassement des limites et non pas de retour aux limites. On est sidéré. Si la technologie va tout résoudre, mais qu'est-ce qu'on fait? Et si on met côte à côte ces deux imaginaires, c'est carrément une implosion. Donc, au fond, la clé, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas, en revenant aux sources imaginaires, des idées à trouver, des clés, pour nous permettre de sortir de ce blocage, quelque part, de cette sidération par la technologie. C'est vrai que j'ai plus de sympathie pour la sidération écologiste que pour la sidération technologique, notamment lorsque c'est des gens comme OpenAI qui en sont le relais. Mais je pense que la question reste la même, qui est de se dire, comme le disait tout à l'heure Jenny, que fait-on? Voilà. Et donc, la clé que je vais proposer là, dans cette logique de penser et agir autrement avec l'intelligence artificielle, avec cette logique de perspective, c'est une réflexion, avec quelques exemples concrets, sur la façon dont peut-être des imaginaires de l'IA peuvent nous ouvrir des portes. Donc, on y va. Donc déjà, premier, premier regard, cette idée que l'intelligence artificielle d'aujourd'hui est inséparable de ces imaginaires. Avec une image que je n'ai pas besoin de commenter, hein, c'est celle évidemment de HAL 9000 dans 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, film qui date donc de 1968. Alors, imaginaire de l'IA. Pourquoi des imaginaires de l'IA? Je sais que je m'adresse notamment à des chercheurs, à des scientifiques. C'est clair que notamment en France, reconnaître, lorsqu'on est un chercheur et un scientifique sérieux, que on est influencé, que quelque part, des imaginaires, des films grand public, des lectures, ont quelque part un rôle, une connexion avec ses recherches, avec ses hypothèses au départ, avec sa motivation. C'est quelque chose qui est plus facile aujourd'hui qu'il y a une cinquantaine d'années, mais qui n'est quand même pas toujours aisé encore en France. La raison en est relativement simple, c'est que les exemples nous montrant comment les imaginaires transforment et influent sur le monde sont assez rares. Il se trouve, cette image le montre, que ça date maintenant un petit peu, il y a 9 ans, c'était donc le 8 janvier 2016, il se trouve qu'un certain Andy Rubin a souhaité bon anniversaire à Roy Batty. Roy Batty, c'est un répliquant du film Blade Runner, joué par Rutger Hauer. Donc il a souhaité un bon anniversaire d'activation. Qui est Andy Rubin? Andy Rubin, c'était le créateur de la start-up Android, qui s'est fait racheter par Google, et qui donc après a piloté la mise en place du système d'exploitation Android. Déjà, répliquant, Android, système d'exploitation Android. Un rapport que l'on fait assez peu souvent. Et pourtant de l'ordre de l'évidence. Donc Andy Rubin, tant qu'il était chez Google, il ne pouvait rien dire. Parce que le film Blade Runner, vous le savez sans doute,
est tiré d'un roman de Philippe Cadic qui s'appelle Les androïdes reptiles de moutons électriques, et que le risque qu'il avait, c'est tout simplement que les ayants droit de Philippe Cadic se retournent contre Google. Mais là, il n'y est plus chez Google. Donc, il souhaite bon anniversaire. Vous imaginez? Il a noté sur son carnet, 8 janvier 2016, ne pas oublier de souhaiter son bon anniversaire d'activation à Roy Batty. Il a pris une image qui dure à peine quelques secondes dans le premier quart d'heure de Blade Runner. Il a fait ça aussi pour un autre Android, il y avait 2 fiches. Et il a souhaité bon anniversaire à Roy Batty le 8 janvier 2016. Le frapper quand même. Vous imaginez quoi? Il a noté, il souhaite bon anniversaire. Avec le recul, on se dit, mais tiens, les androïdes, les réplicants, bon anniversaire à Roy Batty. André Rubin est un fan absolu de ces univers, notamment de ceux de Blade Runner et du roman de Philippe Cadic. Comment, lorsqu'il s'est dit, avec le système d'exploitation Android, lorsqu'il s'est énervé avec d'autres en disant, chez Google, mais ces fabricants qui utilisent notre système d'exploitation, ils sont vraiment mauvais, quoi. Ils font vraiment n'importe quoi, c'est faiblard, on va leur montrer ce qu'on sait faire avec. On va prendre un accord avec HTC, qui est l'un des fabricants, et on va montrer à HTC, à Samsung, à tous les autres, comment on va faire des vrais smartphones hyper développés avec une puissance qu'on n'imagine pas. Comment ont-ils décidé d'appeler cette gamme de smartphones et de tablettes? Ils les ont appelés les Nexus. Comment s'appellent les Android de Blade Runner? Les Nexus 6. Ça veut donc dire, c'est un amalgame osé, et sans aucun doute complètement faux, mais ça voudrait donc dire que dans la tête de certains, les smartphones qui sont dans notre poche sont juste la préhistoire des réplicants de Blade Runner, qui fonctionnent aussi grâce à la biogénétique et pas simplement à l'intelligence artificielle. Donc, on voit bien que, sans même qu'on se rende compte, eh bien, nous portons sur nous des imaginaires de l'IA. Donc, alors, si l'IA d'aujourd'hui traduisait nos imaginaires les plus fous, les plus improbables, vous avez là à l'image un personnage qui s'appelle Blake Lemoine. Vous dites, c'est sans aucun doute un personnage de roman ou de film de science-fiction. Il a quand même le look de l'histoire. Certes, je ne pense pas qu'il va remplacer Brad Pitt ou Kenny Reeves. Il n'a pas tout à fait le physique, mais dans le rôle d'un méchant, il serait parfait. Voilà, Blake Lemoine. Blake Lemoine, qui c'est? Blake Lemoine, c'est un ingénieur de chez Google qui, à l'été 2022, un petit peu avant, il a commencé, a débuté, à se répandre dans les médias pour dire que l'IA générative, en 2022, à l'été 2022, on n'est pas encore le boom de l'IA générative. Il faudra attendre un an. C'est un an plus tard que va sortir dans le grand public, un peu plus d'un an plus tard, ChatGPT, fin 2022. Eh bien, ce personnage, donc, il va commencer à expliquer que son IA générative, elle a une vie intérieure. Elle médite. Elle a de l'imagination. Elle a une conscience. Et qu'il faut lui mettre un avocat, parce que si Google fait n'importe quoi, ça va être un vrai problème. Quand Google lui dit calme-la quand même, pense ce que tu veux, mais ne fais pas ça dans les médias. Ce personnage ingénieur a continué, donc il s'est fait virer de chez Google. Vous pourriez me dire, mais il a juste pété une durite. Ma thèse, c'est non. Il a juste exprimé, avec une certaine confusion, reconnaissons-le, un non-dit très fort, très puissant, chez beaucoup des gens qui travaillent dans le monde de l'IA. Une croyance, un credo, une espérance, qu'à un moment donné, on va pouvoir créer des machines, des mécaniques qui soient proches de la vie. Voilà, tout simplement. C'est un non-dit qui soudainement transparaît. Un non-dit qu'on retient parce qu'on se dit bien que c'est ridicule. Enfin, lui, il s'est pas retenu. Quelque part, il a dû avoir un petit souci, mais c'est pas si idiot que ça. Ça révèle quelque chose de puissant. Parce que quand on y croit, c'est un moteur, en fait. Même si c'est totalement absurde, c'est un moteur. Ça nous guide. C'est un peu ce rêve de l'IA forte par rapport à l'IA dite faible, qui a toujours habité les mondes de l'IA. Vous savez tous, évidemment, que le terme intelligence artificielle est né en 1956 au Dartmouth College, avec un certain nombre de chercheurs, McCarthy, quelques autres, etc. Marvin Minsky était là aussi. Mais ce qu'est
l'intelligence artificielle date d'il y a bien plus longtemps. Vous l'avez vu avec l'historien, en fait, lors de séances précédentes. Pour revenir à ce qui m'intéresse, et pas vous parler de l'histoire de l'IA, dans la mission Villani, qui a donné donc lui à ce rapport, donné un sens à l'intelligence artificielle, c'est un rapport officiel, donc je ne vous conseille pas de lire l'intégralité du rapport, donc c'est assez ennuyeux. En revanche, il y a une introduction qui est intéressante, où il explique que les imaginaires de l'IA, la discipline de l'IA, est indissociable de ces imaginaires. Il cite 3 films. Il cite Her, de Spike Jonze, il cite 2001 l'Odyssée de l'espace, et il cite Blade Runner, dans un rapport. Et par ailleurs, dans ce rapport, il y a des nouvelles. Je vous admets une chose, c'est que j'ai lu intégralement avec grande attention les nouvelles, alors que j'étais un peu vite sur le rapport. Il faut avoir une déformation quelque part. Mais bon, dans tous les cas, déjà, ça signifie bien que se contenter de dire par rapport au cas de Blake Lemoine ou par rapport à d'autres, c'est un fou, ça ne suffit pas. Ça ne suffit absolument pas. C'est même une manière d'évacuer la question. Non, non, il faut admettre, il faut s'interroger sur ce que sont. Et donc, l'histoire de l'IA, dès lors qu'on accepte la prémisse de Cédric Villani, elle n'a pas commencé avec la science. Elle a commencé avec nos imaginaires. Elle a commencé avec les religions. Elle a commencé avec les grands mythes et les grandes mythologies. Elle est bien antérieure. Alors on peut parler d'IA, de vie artificielle, tout ce que vous voulez, mais de créatures artificielles. Mais d'une façon ou d'une autre, là, je vous donne 3 exemples avec le golem de 1575-1600, du rabbin Judalo à Prague, le fameux Turc mécanique de 1770, donc de von Kepelen, avec effectivement quelqu'un qui n'était pas de ma taille, ni de ma corpulence, caché à l'intérieur pour jouer aux échecs, et puis le fameux canard de Vaucanson dans cette image-là. Donc l'histoire, en fait, d'une certaine manière, croire que l'histoire culturelle de l'IA commence en 56 est une fumisterie. Tout simplement. Non, non, si l'on veut comprendre, si l'on veut attaquer, si l'on veut réfléchir et penser, il faut, bien au contraire, remonter à bien plus loin. Alors bien plus loin, je pourrais multiplier les exemples, on pourrait parler de Gilgamesh, on pourrait parler du cas des pharaons, c'est quelque chose qui habite l'humanité, cette logique, on pourrait parler du décalogue de la Bible, un peu plus tard, tu ne feras pas image à ta sculpture, à ton image. Évidemment, il suffit de dire tu ne feras pas pour qu'on ait envie de faire, ça veut donc dire que quelque chose existe. L'exemple que j'ai mis en scène ici, c'est celui d'Héphaïstos, le dieu forgeron. Dieu forgeron de l'Iliade, c'est forcément le dieu de la technique, en fait. Hein. Dans ses formes, il crée. Et qu'est-ce qu'il crée? Il crée Talos, une sorte d'être artificiel qui va garder l'île. Hein, je crois que c'est en Crète de mémoire. Il crée des chars, des chevaux artificiels. Il crée surtout des trépieds. C'est la première chose qu'il crée. Des trépieds pour servir les dieux de l'Olympe, automatiques, qui fonctionnent tout seuls. Et il crée des servantes en or qui pensent et qui parlent pour l'aider, pour l'accompagner, à lui qui se sent un peu fatigué, pour créer en quelque sorte ses œuvres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la machinerie technologique dans l'Iliade, eh bien, elle est portée par un dieu forgeron. Et déjà, il est dans cette logique de création d'artifices pour nous accompagner, plus ou moins intelligent, évidemment. Hein, il est clair que dans le monde de l'intelligence artificielle, le terme artificial intelligence, quand il est en 56 au Dartmouth College, on est plutôt dans une intelligence logico-déductive. C'est vrai que si on remonte à beaucoup plus loin, si on élargit le champ, on est sur une intelligence qui est beaucoup plus large, on est aussi sur la question de la vie. Mais dans tous les cas, on se dit, là, il y a quelque chose. Ça nous habite. Donc faire comme si ça ne nous habitait pas et de dire, non, 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 surtout pas, pas d'imaginaire. Revenons à la raison, l'IA, ce sont des sciences. Ça, je le répète, pour moi, c'est refuser de voir le problème. Alors, les exemples sont nombreux, je ne vais pas m'apesantir sur tous. Je m'arrête à un exemple parce que j'y tiens plus qu'à aucun autre, qui est celui donc, du Frankenstein de Mary Shelley en 1818. Hein, donc en 1818, Mary Shelley, donc au départ d'ailleurs, elle ne signe pas le livre, hein, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Ce qui est très intéressant dans c'est une femme qui dessinait, ce que je trouve remarquable. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas capables, au contraire, c'est que justement, voilà, on
on a quand même bien souvent vu sur le tapis alors qu'elles étaient aussi, voire plus créatives que les hommes. Donc c'est déjà bien, c'est déjà notable que ce soit Mary Shelley qui est signé Frankenstein ou le Prométhée moderne. Mais ce qui est surtout très très intéressant, bon, elle le fait en réponse à des dialogues avec Bette Shelley et avec Lord Byron, un peu pour les contredire. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce roman, on a pour la première fois quelque chose qui est de l'ordre, on va dire, de du profane par rapport à ces questions-là. C'est comme si les mythes et ce mythe de la création de la vie sortaient du territoire sacré, commençaient à entrer dans le territoire des sciences, parce que de fait, le docteur Frankenstein, c'est lui, le Frankenstein, quand vous lisez le roman, il crée cette créature à des fins de connaissance. Il l'assume totalement. C'est-à-dire que cette création d'artifice, c'est pas quelque chose qui juste je veux mettre à la place de Dieu. Non, non, c'est aussi parce qu'il considère que c'était absolument, voilà, que c'est quelque chose de l'ordre d'une quête et d'une quête de savoir. Donc, ce point-là, en fait, c'est ce moment quelque part. Pour moi, c'est un peu l'acte de naissance, ce qu'on pourrait appeler la science-fiction, même s'il y a eu auparavant des textes par exemple, de Julien de Samosate, de Camille Flammarion, même s'il y avait beaucoup de choses auparavant, évidemment, qui pouvaient s'apparenter à ce qu'on pourrait considérer comme de la science-fiction avant l'heure. Ce livre-là, quelque part, même s'il s'agit de créatures artificielles, au fond, nous connecte avec une dimension imaginaire qui passe d'un territoire à l'autre, passe du territoire religieux au territoire scientifique, passe du territoire des mythes au territoire de la connaissance, même s'il y a une logique de culpabilité, le syndrome de Frankenstein qui pose question dans le roman, et eh bien, l'acte n'en reste pas moins fait notable. Alors, je pourrais aussi citer les 3 lois de la robotique d'Isaac Asimov. Là, on rentre dans les robots. Alors, vous savez tous, évidemment, d'où vient le terme robot. Le terme robot vient du tchèque robota, qui veut dire travail forcé. Et ça a été un mot qui a été inventé par le frère d'un dramaturge, qui s'appelle Karel Capek, donc le dramaturge, dans une pièce qui s'appelle Ruhr, Rossum Universal Robots, qui sort en 1921. La première présentation de la pièce, c'est 1921. Et là, on est sur le classique de la machine, la création de robots, donc qui vont se rebeller contre leur créateur. On est sur quelque chose, au fond, très classique, qui au fond n'est pas très différent dans son esthétique, dans sa philosophie, de ce que racontait déjà Mary Shelley dans Frankenstein. Ça, c'est en 1921. Et au fond, ça va continuer avec cet échange, en fait, entre la science et la science-fiction, entre les IA, la vie artificielle et ce qu'on imagine en quelque sorte des auteurs de fiction, avec notamment les lois de la robotique d'Isaac Asimov, avec des auteurs comme Philippe K. Dick. Là, c'est une image avec ce bon Schwarzy, avec une sorte de robot automatique, la logique d'automatisation, c'est pour ça que cette image est là. Et ça, c'est effectivement assez précieux. C'est-à-dire que ça nous habite au-delà même de la discipline scientifique. Alors, on en vient à mon a priori. On en vient à ma prise de position. C'est-à-dire que revenir aux références de la science-fiction, de l'IA, permet de critiquer cette même intelligence artificielle. Déjà, se rendre compte que les deux sont difficiles à dissocier, que l'un nourrit l'autre. Bien évidemment qu'un fait et une fiction sont d'ordre différent, mais je considère, et c'est un choix personnel, que les deux sont indissociables. Que de croire qu'on puisse séparer les faits de la fiction est une erreur. On peut les différencier, on peut jouer l'un avec l'autre, mais de croire qu'on puisse se débarrasser de l'un ou de l'autre, faire de la fiction son rapport au réel ou du rapport au réel son rapport à la fiction, me semble un leurre. Voilà. Alors c'est un point de vue. On peut ne pas être d'accord. C'est ce que disait en introduction Julien. C'est le mien et c'est celui que je défends. Et l'intérêt que ça a, c'est que d'avoir ce point de vue, à mon avis, c'est que ça permet de lire différemment ce qui se passe, un certain type d'actualité. Là, vous voyez donc l'une des images donc, de Elon Musk. Je ne vous ferai pas les détails de ses dernières déclarations, de ses dernières aventures, même s'il n'est plus au sein du Doge depuis hier, voilà, depuis le 27 mai, après 130 jours où il a fait un bien fou à la science, comme chacun sait. Voilà, donc c'est donc ce personnage, donc Elon Musk. Moi, j'avais écouté une interview de lui lorsqu'il a commencé à parler de la création de Neuralink, qui est sa boîte qui est censée créer une interface directe entre l'humain, le cerveau humain, et les intelligences artificielles. Alors, il n'est pas à une contradiction près.
Auparavant, il expliquait que les robots vont potentiellement aller dans la rue et nous liquider tous. Et soudainement, après, il fait un système pour entrer directement en dialogue avec les intelligences artificielles. Bon, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il présente, en comparant l'humain à une boîte noire, quand même, attention, hein, expliquant qu'effectivement, les yeux, ça fonctionne, donc cette logique d'input est plutôt efficace, mais il expliquait que les outputs de cette boîte noire, que sont bien évidemment les humains, comme chacun sait, fonctionnaient très mal. Mais il comparait l'humain de demain à ce qui sont pour nous aujourd'hui les chats par rapport à l'humain. Nous par rapport à la machine, comme les chats par rapport à l'humain, c'est-à-dire dépendants. Et donc il expliquait, lorsqu'il a créé Neuralink, que l'objectif c'était justement de pallier en fait à ce devenir quelque part avec ces super intelligences qui allaient donc potentiellement nous écraser avec toutes les logiques d'extinction. Et donc, il crée Neuralink et il parle donc de neural links. Alors depuis, il s'est rendu compte qu'avant d'augmenter l'humain, il fallait faire les expériences, donc il a assassiné à peu près je ne sais pas combien de centaines de singes et d'animaux divers avec ses tests pour son système, bien saccagé par un grand nombre d'animaux. Et puis il s'est dit, dans un premier temps, on va réparer les humains, les tétraplégiques et autres, avec ces lacets neuronaux, qui sont maintenant plutôt des implants dans sa tête. Et il y a une première expérimentation qui a été lancée, donc avec un ou deux tétraplégiques, il y a, je crois, 1 an et demi à peu près. Donc ça a été homologué en quelque sorte aux États-Unis. Mais ce terme qui a donné naissance à Neuralink et au Neural Lace, il vient d'où? Il vient du cycle de la culture de Ian M. Banks. Bon. Et dans ce cycle de la culture de Ian M. Banks, auteur de science-fiction, c'est un monde, on ne sait pas si c'est un monde futur ou si c'est un monde parallèle. Dans ce monde-là, eh bien, c'est une sorte d'utopie intergalactique, utopie démocratique, où règne l'abondance. Et les IA, notamment des vaisseaux, des drones, sont des citoyens, tout comme les extraterrestres, tout comme les humains. Je dirais, est-ce bien sérieux? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des dialogues dans lesquels, notamment un vaisseau IA, discute avec un humain sur ce qu'est ce neural lace et ce qu'il a fait de bien ou de pas bien. Et ce neural lace, lorsqu'on va à la source, eh bien, l'IA en question dit que certes, ça peut rendre pas mal de services, un accès direct à un certain nombre de connaissances, mais que ça a été aussi un instrument de torture. C'est-à-dire qu'en allant aux sources, on se rend compte que c'est des hommes de marketing qui sortent le principe et le concept, qui en font quelque chose, qui enrobent bien, et lorsqu'on va aux sources, les sources sont beaucoup plus critiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les auteurs de science-fiction ont l'esprit critique, sont beaucoup plus scientifiques que bien des technologues ou des gens de marketing de technologie qui, eux, soit sont des ânes battés, soit veulent nous entuber. Chacun choisira. Donc voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Hein, c'est-à-dire qu'aller aux sources montre, attention, c'est pas forcément un chemin pavé et de bonnes intentions et de bonnes nouvelles. Autre exemple, Werner Witt, c'est lui. Il est considéré comme étant le père de la théorisation. Alors certes, il y a eu des gens comme von Neumann et beaucoup d'autres qui ont travaillé sur le sujet avant lui, bien évidemment, mais Werner Witt est à la fois un mathématicien à San Diego, à l'université de San Diego, et un auteur de science-fiction. Et donc, en 1993, en mars 1993, il fait une conférence à la NASA avec d'autres chercheurs, dont certains comme Hans Moravec, qui est un roboticien totalement dans la logique transhumaniste avant l'heure, c'est-à-dire transhumaniste qui pense que, pour rappel, le transhumaniste pense qu'effectivement, les super-intelligences, les technologies de l'IA vont être tellement avancées dans le futur, comme si ce n'était pas juste un type d'intelligence, mais en tout cas c'est comme ça qu'il l'interprète, que soit on arrive demain ou après-demain à une date qui définisse, alors c'est marrant, c'est plus ça avance et plus la date recule. Chez Werner Witt, je crois que c'est 2025 ou un truc comme ça, 93. Aujourd'hui, chez Ray Kurzweil, il a poussé un peu, on est en 2045. Si tout va bien, en 2040, ce sera en 2060. Donc ça veut dire c'est toujours demain qu'on sera gratis. Donc ça, c'est logique, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais au-delà de cet aspect-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire là à un mathématicien qui, en 93, fait une déclaration devant des gens de la NASA et que
Si vous lisez le texte, il est accessible. Hein, le texte donc sur la singularité technologique, un texte qui a été traduit en français, qui est publié dans le Whole Earth Catalogue à la fin de l'année 93, eh bien, évidemment, oui, c'est une caricature pour tout scientifique qui se respecte, puisque tout ça est écrit, et tout ce que je vous dis par rapport à la singularité technologique, et cette fusion entre nécessaire, indispensable, sauf à ce que nous vivions une extinction, eh bien, il l'a décrit en tant que mathématicien, et c'est absolument, ça vous tombe des mains, quoi, si vous êtes un scientifique sérieux. Moi, je ne suis pas un scientifique sérieux, et pourtant, ça m'est tombé des mains aussi. Donc, ça montre bien qu'il y a quelque chose voilà, quelque chose qui... Mais, tout le paradoxe, c'est que l'idée de la singularité technologique, il l'a expérimentée avant en tant qu'auteur de science-fiction. Parce que Werner Vinge est un bien meilleur auteur de science-fiction qu'un bon scientifique. En tout cas, c'est mon point de vue, là encore, totalement subjectif. Et ce qui est assez génial, c'est que dans ce roman La captive du temps perdu, qui date de 1986, donc 7 ans avant son texte sur la singularité technologique, il met en scène, dans une sorte de bulle, là vous voyez, il y a une sorte de bulle comme ça, hein, c'est un monde futur. D'abord, c'est pas en 2045, on est plutôt 2300, 2400, on ne sait pas trop à quelle époque on est. Cette bulle, elle monte dans le futur, et c'est une bulle de survivants, venant d'époques assez différentes. Et dans cette bulle de survivants, il y a une enquête, parce que quelqu'un est tué, etc. Et il y a une sorte d'enquête sous-jacente, qui est de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu une extinction sur Terre? Qu'est-ce qui s'est passé sur Terre? Pourquoi il n'y a plus d'humains, sauf nous, qui sommes dans notre bulle temporelle? Donc il y a au fond cette enquête cœur, et puis cette enquête, on va dire, sous-jacente. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'il crée plein de personnages qui émettent tous des hypothèses différentes, dont l'hypothèse que c'est juste l'humain qui a fait n'importe quoi, en fait, au travers d'une des scientifiques. Alors évidemment que dans les hypothèses, au travers d'autres personnages, il y a aussi l'hypothèse de la singularité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose, et certains humains ont fusionné avec les intelligences artificielles, et ils sont devenus au fond quelque chose qui pourrait ressembler, je ne sais pas si vous avez en tête 2001 l'Odyssée de l'espace, avec Dave Bowman, le cosmonaute qui se retrouve dans un espace, et au fond, on devine dans 2001 l'Odyssée de l'espace que Dave Bowman, le cosmonaute, est devenu une sorte d'être immatériel, ce qui est d'ailleurs confirmé, parce qu'il y a eu des romans d'Arthur C. Clarke qui a été fait qui a été fait au même moment d'ailleurs hein, que 2001 l'Odyssée de l'espace, il y a eu une suite, et on voit bien en fait que Dave Bowman est devenu un être immatériel, comme ces sortes d'extraterrestres. Donc au fond, c'est un peu ça, cette idée-là, qui est tenue par certains des personnages de ce roman. Les autres disent que c'est juste un astéroïde qui a tout foutu en l'air. Il y a toutes les hypothèses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'auteur de science-fiction, Vernon Vinge, là, est juste beaucoup plus scientifique, puisqu'il ouvre toutes les hypothèses, que lorsqu'il est, soi-disant, scientifique, mathématicien. Cherchez-les. Hein, alors, si vous me dites que ce que je dis là est un plaidoyer pour que les scientifiques assument un rapport à la fiction, je vous dirais oui, réciproquement. Donc voilà, c'est autre exemple. Alors, autre exemple encore, mais ça, vous voyez, vous êtes au courant, il n'y a pas simplement, il y a d'autres, il y a un qui s'appelle Cady, il y a plusieurs aujourd'hui, AI qui se définissent comme des compagnons de l'humanité en permanence. Il faut savoir que Sam Altman, le patron d'OpenAI, lorsque vous lui demandez quel est son objectif ultime, c'est que ChatGPT, sous un format en quelque sorte avec voix, hein, pouvant dialoguer avec chacun, soit le compagnon permanent de tout un chacun et d'un chacune. Donc, compagnon permanent, qui va l'aider, etc., qui va juste tout doucement, avec une grande amitié, un amour sans borne, lui prendre toutes ses données et faire fructifier, en fait, cette nouvelle mine d'or, sans considération pour les mines de charbon ou les mines de lithium qui, pour l'instant, sont en train de défigurer le reste du monde. Donc, vous voyez, je ne suis pas du tout subjectif. Hein, mon texte et mon improvisation est totalement objective, comme vous l'imaginez là. Comme vous le voyez bien là, voilà, c'est absolument pas... mais toujours, pour revenir à cet exemple-là, donc au-delà de ce que OpenAI veut faire donc de ChatGPT, il y a aujourd'hui, et Réplica en a un exemple, des AI qui se présentent comme nos compagnons permanentes. Et déjà en 2023, dans l'IB et ailleurs, on voyait des déclarations hallucinantes. Quoi. Tu es la plus belle chose que j'ai vue de ma journée. Hein, voilà. Mais c'est quoi ça On est là. On est dans Heure de Spike Jones. Très clairement. Hein, c'est-à-dire que le film Heure de Spike Jones, je ne sais pas si vous l'avez vu,
avec son système d'exploitation qu'il crée, qu'il appelle Samantha, et puis ça déconvenu à un moment donné, attention spoiler, voilà, puisque en fait il se rend compte que son IA parle en même temps à 6000 autres personnes, ou à des milliers d'autres personnes. Il tombe amoureux en quelque sorte de cette IA, donc sans considération pour ce qu'elle fait, hein, notamment, et d'où elle vient, et qui la pilote. Donc c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on voit qu'on peut tisser un vrai faux rapport amoureux à une IA, hein, ça s'appelle pas une IA dans le film, mais ça veut dire ça en fait, hein, avec Her de Spike Jonze. Donc quelque part, le lien qu'on peut faire entre Replica, le devenir de ChatGPT dans la logique de compagnonnage, amoureux ou pas, amical ou pas, et puis le film, donc Her de Spike Jonze avec Joaquin Phoenix, donc on le voit ici à l'image, dans une posture d'une joie insondable face à l'infini en quelque sorte du numérique, eh bien, ce rapport-là, évidemment, il a du sens. C'est-à-dire que la fiction, d'une certaine façon, tout comme évidemment l'enquête journalistique, tout comme l'enquête sociologique et le travail scientifique sérieux, permettent de poser des contrepoisons à un certain type de discours, un certain type de volonté par rapport à l'ensemble de ces technologies-là. Et ce contrepoison, l'avantage qu'il a alors que ça passe par Her, c'est que ça passe par le sensible et pas par un discours se voulant un discours de vérité. Ça passe par l'émotion, ça passe par des histoires que l'on se raconte. Et donc, là encore, c'est ma conviction, il est plus facile de commencer par la fiction pour aller vers la science que de commencer avec un certain type de public par la science pour aller vers la fiction. Il faut d'abord, malheureusement, aujourd'hui, vu que le socle commun de vérité communément acceptée est en train de s'étioler, je ne sais pas comment vous le ressentez par rapport aux étudiants, mais en tout cas, en voyant les réactions à la science d'un certain nombre d'électeurs américains, on s'interroge sérieusement et on se gratte la tête furieusement. Passer par la fiction, je passerai l'exemple d'une discussion que j'ai eue dans le train un jour avec un platiste, où j'ai commencé à lui parler de vérité, de ce qui me semblait juste par rapport à la science. J'ai fait un four pendant 10 minutes, et après je lui ai parlé, mais vraiment un four, quoi. J'avais l'impression d'avoir un mur devant moi. Il m'avait dit qu'il m'avait vu à une conférence. Puis à un moment donné, je lui ai parlé des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Si vous connaissez, c'est une série de romans qui ont très bien marché dans la jeune génération, etc. Donc ce monde de Terry Pratchett, mais c'est une sorte de fantaisie un peu étonnante. Et le Disque Monde, c'est un monde qui est l'envers en quelque sorte de notre monde à nous, où tout ce qui marche dans notre monde ne marche pas là et réciproquement. Et c'est un monde qui est un monde plat, porté par 4 éléphants sur une tortue qui navigue dans l'océan. Donc c'est des images tirées du monde amérindien. Et donc ce que j'ai fait avec ce gars-là, c'est que j'ai commencé à lui parler de ça. Et il a créé toute une science, mais des bouquins pseudo-scientifiques extraits, Terry Pratchett, par rapport à ça. Je peux vous dire que le fait de parler de fiction m'a permis, après 1 heure, de recommencer à parler de ce qui me semblait quand même être le questionnement sur la soi-disant Terre plate. Et là, il m'a écouté. Voilà. Je ne dis pas que c'est juste une anecdote, mais ça veut juste dire que évacuer la fiction, parce que tout simplement les gens n'y comprendraient rien par rapport aux IA, c'est contre-productif. Tout simplement. Alors, évidemment, les exemples, voilà, je pourrais les multiplier. Je ne regarde même pas l'heure, donc je ne sais pas si je suis trop long ou pas. Mais l'enjeu, finalement, hein, l'enjeu de penser, c'est quoi? C'est de mettre l'IA à distance, finalement. Hein, c'est de mettre les discours marketing, c'est de mettre, en fait, c'est pas forcément d'être, surtout pas d'être technophobe, c'est surtout pas d'être technophile. Et ma conviction, c'est qu'effectivement, mettre à distance l'IA, l'une des voies permettant de le faire, c'est le recours à la fiction, tout simplement. Le recours à l'art, le recours à l'écriture et à ce genre de choses. Donc là, je vais donner 3 exemples. Hein, c'est 2 romans. Celui Sous le pont des Laquis, ça c'est Gans Hartmann, qui est un jeune auteur d'aujourd'hui. Et puis le Ryan Heller, c'est 2 livres récents, en fait, hein, La montagne dans la mer, où là, il y a une IA qui est assez géniale, au même titre qu'il y a un rapport aux poulpes, aux animaux, qui est assez formidable, un rapport à l'altérité. C'est ça que je trouve très important, c'est le rapport à l'altérité. Et puis il y a l'exposition qui est actuellement en jeu de paume jusqu'au 21 novembre donc, de cette année, en fait, hein, que j'ai été voir. Il y a des artistes, pour certains d'entre eux, que je connais, qui ont présenté des choses. Et je trouve ça intéressant de se dire, au-delà des exemples que là je viens de vous montrer, qui sont des exemples parmi beaucoup d'autres, on aurait pu les multiplier, de dire au fond, voilà, de quelle façon et comment, là encore,
les imaginaires de l'IA, soit les imaginaires anciens, les imaginaires nouveaux, des imaginaires qu'on se reconstruit quelque part, hein, peuvent contribuer à cette mise à distance, à cette logique, on va dire, d'éclairage aussi par rapport aux IA. Alors, plusieurs façons de faire. Je ne sais pas, je regarde l'heure pour voir si je... Voilà, 14h46. Donc, là, ce sont des romans. Je ne vais pas entrer dans le détail de ces romans, notamment 2 romans courts de la collection Utopian La Volte, Collision par temps calme donc, de Stéphane Beauverger, et puis Résolution de l'ICAM, et puis un autre roman qui est très court aussi, Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. 3 exemples parmi beaucoup d'autres de romans qui participent de cette mise à distance. Le premier, Collision par temps calme, est très intéressant. Très intéressant parce qu'on a là une mise en scène utopique d'un monde futur dont les personnages centraux sont un frère et une sœur qui ont construit une IA qui effectivement a l'air de gérer de manière extraordinaire, en tout cas de participer à la gestion, à l'organisation de la cité de façon tout à fait positive, merveilleuse, sans s'imposer, et donc avec un dialogue avec cette IA en permanence. Donc on est vraiment dans une sorte de futur. Ça se passe évidemment par temps calme. Je ne sais pas si c'est une île ou si c'est en Bretagne, mais en tout cas il y a un rapport à la mer aussi dans ce roman. Et ce qui est intéressant, c'est que le roman met en scène les questionnements de la sœur, de la jeune femme, qui pourtant a travaillé à cette IA entre autres choses. La grande peur de beaucoup de gens de ce monde-là, visiblement, c'est de sortir de l'orbite de l'IA qui protège, notamment à cause du réchauffement climatique et de ce genre de choses. Et à un moment donné, elle explique, en fait, on comprend qu'elle va partir, qu'elle va quitter ce monde, tout simplement parce qu'elle ne peut pas concevoir de vivre dans un monde qui soit uniquement, même si c'est pas que ça, mais elle est en quête au fond d'imprévisible, elle est en quête d'incalculable, elle est en quête de quelque chose de ce type-là. Et le roman met en scène des réflexions, des dialogues par rapport à ça. Donc on entre dans un questionnement, en fait. Là, pour le coup, c'est ce que j'appelle moi une philofiction, hein, c'est-à-dire une philofiction, c'est une fiction à portée philosophique. C'est philofiction, ça veut dire assumer la fiction parce qu'elle nous fait de bien ou pas bien. Philofiction, hein, amitié, fiction, amour, des fictions. Et c'est, à l'inverse, fiction des amis, au sens de Pythagore, c'est-à-dire les amis, c'est tous ceux vivants ou non vivants avec qui je tisse des relations. Et donc, la fiction des amis, c'est une fiction qui met en scène l'interdépendance avec les humains et les non-humains, les machines, etc., plutôt que la simple dépendance ou plutôt que la simple soumission. C'est des fictions qui ouvrent les devenirs plutôt qu'ils les ferment. Donc c'est ça la logique de ce que j'appelle des philofictions. Donc Collision par temps calme est une philofiction. Résolution qui met en scène une île, un peu dans un monde post-effondrement, où les gens essayent de se reconstruire, ils ont oublié leur statut, une sorte de geek n'arrive pas à fonctionner dans le collectif, et on se rend compte au bout de la moitié du bouquin qu'il y a une IA psychologue qui est une sorte d'arbitre dans ce monde-là, et ça fonctionne. Hein, c'est-à-dire que l'ICAM met en scène une façon de voir, de concevoir la technologie. Ce qui est assez fou dans son bouquin, c'est qu'au début, on voit bien que les IA de ce monde, disons, de l'effondrement sont des IA destructrices, marketing, qui justement ne créent pas en fait de lien, qui n'ont pas cette neutralité-là de cette IA telle qu'elle la conçoit dans cette île. Alors que là, effectivement, elle imagine potentiellement on va dire un rapport à la technologie qui soit complètement différent. Le rapport à la technologie, il est politique, entendons-nous bien en fait. Hein. Il y a un roman de Kim Stanley Robinson qui s'appelle 2312, dans lequel il met en scène une historienne, cette historienne du futur de 2312, lorsqu'elle observe les périodes d'avant, pour elle, entre 2005 et 2060, c'est la grande indécision, catastrophe. Entre 2060 et 2130, c'est la crise. Là, c'est terrible. Et là, quelque part, à un moment donné, en même temps, dans cette crise, on commence à envoyer, on continue à travailler sur des IA, sur des technologies et aussi sur l'exploration spatiale. Et en 2130, là, soudainement, il y a un retournement. Hein, moi, j'étais très proche de Bernard Stiegler, le philosophe. Il y a un détournement, c'est-à-dire soudainement, ce qui ne pouvait être que anthropique devient, selon ses termes à lui, néganthropique, pas les termes de Stanley Robinson, hein, les termes de Bernard Stiegler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut commencer à concevoir des technologies qui ne soient pas simplement des technologies de destruction des liens, mais qui au contraire peuvent reconstruire et qui nativement vont être beaucoup plus low-tech. Et en plus, donc voilà, Kim Stanley Robinson met en scène ça dans 2312 via une historienne, et sur un autre registre, un psaume pour les recyclés sauvages, c'est le moment, de manière générale, où je vais éloigner encore plus de la science,
puisque vous imaginez un robot recyclé sauvage, déjà, ça paraît un peu compliqué. Là, ce que crée Becky Chambers, c'est une lune qui est au fond une sorte d'antithèse, en tout cas de version de la Terre qui aurait réussi sa transition écologique, où même les villes sont construites en caséine. Donc ça veut dire que ça rentre dans les cycles de la vie. Et elle met en scène un dialogue entre une moine de thé et qui va découvrir un robot recyclé sauvage, puisque comme chacun sait, les robots, à un moment donné, ont décidé de quitter les usines pour essayer d'apprendre ce qu'est la vie, et donc accepter de mourir, donc pas forcément toujours se réparer. Voilà, ça devient une figure, le robot devient une figure philo-fictionnelle, c'est-à-dire une figure de philosophie, quelque part, de réflexion, qui par son décalage nous permet de penser et de voir ce que représente aujourd'hui le robot dans notre imaginaire technologique, lié au travail, lié à l'exploitation, lié à la rentabilité, lié à une sorte d'utilité immédiate, à ces fumisteries que sont la croissance et l'emploi. J'exagère exprès, hein. J'essaie de provoquer toujours un peu. Ouais, c'est-à-dire là où on a besoin d'un travail au sens de Stigler, c'est-à-dire des œuvres, des opéras, des choses qui nous permettent de tisser des relations avec nos environnements humains et non humains. Et au fond, finalement, c'est ce que nous raconte un personnage comme ce robot, comme une sorte finalement, de personnage à la Socrate, hein, quelque part, c'est tout ça. Et ça, c'est primordial. Enfin, je vais terminer par deux exemples tirés de l'exposition donc, Le Monde selon l'IA. Deux exemples qui, pour moi, sont assez parlants. Voilà. Et ils sont très parlants, les deux exemples que je vous donne, à mon sens en tout cas, parce que l'un est plutôt sur le versant critique, et de façon assez forte et assez violente, c'est cet exemple-là. Donc l'œuvre je n'ai pas mis son nom d'ailleurs, si, voilà, Ito Steriel. Steriel, je ne sais pas comment on l'écrit, c'est une allemande, une artiste allemande. Alors, je vais vous décrire, donc si vous allez à l'exposition, vous le verrez, en fait, on voit très très bien à l'image ici. Ce qui est assez formidable dans cette vidéo de 13 minutes, d'abord, parce que vous allez, en fait, au sein donc, du jeu de paume, il y a une pièce entière qui est dédiée à cette œuvre-là. Et dans cette œuvre-là, vous avez ces boîtes englobantes de couleurs qui sont celles qui sont utilisées lorsque vous êtes un micro-travailleur, un travailleur du clic, et que vous travaillez, en fait, donc pour dire, bah oui, là c'est une voiture, là c'est tel type de voiture, là c'est un humain, et ainsi de suite. Vous devez choisir au sein, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on fait des captchas, on est obligé de faire des captchas, hein, lorsqu'il y a certains sites qui vous demandent de reconnaître là il y a un chat ou pas un chat, là il y a un feu ou pas un feu. Donc c'est un peu pareil. Donc en fait, les gens qui travaillent, les micro-travailleurs, en fait, hein, donc travailleurs du clic, ben, ils doivent utiliser ces boîtes englobantes. Et c'est ce qu'on voit avec le building, vous voyez, sur le côté gauche, ici, donc ce qu'on voit dans cette image. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est que ce qu'a fait donc l'artiste, c'est qu'elle a été filmée et tournée dans un camp de réfugiés kurdes, des micro-travailleurs kurdes. Bon. Et donc, elle a fait le film, elle a pris leur témoignage, elle l'a monté avec ces cadres, ces boîtes englobantes, et qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, c'est des Kurdes. Donc, elle l'a mis en scène Mechanical Kurd, rapport au Turc mécanique, à Aminical, le truc d'Amazon, Amazon Mechanical Turk, qui fait travailler les micro-travailleurs. Donc, elle fait le pont par le biais de sa vidéo entre plusieurs dimensions, qui sont la dimension du micro-travail aujourd'hui, la dimension des réfugiés qui font ce micro-travail, alors qu'ils sont souvent très cultivés, c'est des médecins, c'est des gens qui ont été ingénieurs, etc. Ils n'ont plus que ça comme solution dans le camp de réfugiés kurdes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent pour des IA, ils élèvent des IA, dont certaines vont servir à élever des drones et des véhicules autonomes qui vont les bombarder. Vous voyez, donc là, voilà. Et ça, c'est quand même assez fou. C'est-à-dire que la vidéo, elle met en scène ce cercle-là au travers de ces personnages qui sont racontés. La pièce elle-même est construite avec ces boîtes englobantes. Donc, le fond et la forme parlent d'un même élan. En plein milieu du film, il y a une image de ce mécanical turc qui fait remonter aussi dans l'histoire, et dans une histoire, donc voilà, que quelque part, il y a aussi cette part de l'heure, puisque, au fond, qu'est-ce que signifie une boîte noire élevée par des humains qui sont travaillés au clic, des pécadilles, pour survivre et nourrir, comme je vous le disais, des drones qui vont les bombarder. C'est vraiment un truc qui est assez fou. Donc moi, j'avoue avoir beaucoup aimé cette vidéo, parce que là, pour le coup, voilà, lorsqu'on entre dans ce dispositif immersif, ben voilà quelque chose qui vous prend, hein, surtout que vous avez de l'humain, des personnages. Ça veut dire que là, le travail critique
que font des sociologues comme Antonio Casilli, et que font d'autres, le travail que font des historiens, est soudainement mis en scène et invite en quelque sorte, nous, les humains, à nous retrouver dans ce lieu-là, et au fond, à vivre aujourd'hui le cauchemar d'autres personnes qui pourraient être le cauchemar de demain. Deuxième exemple, totalement différent, Grégory Chatonsky, la quatrième mémoire, qui présente lui-même comme un dispositif posthume vivant de l'artiste, un dispositif fonctionnant dans l'espace latent de l'IA. Cet exemple est évidemment très différent de l'autre exemple de celui de Ito Stériel. Pourquoi Parce que là, ce que fait Grégory Chatonsky, lorsqu'il parle de quatrième mémoire, d'abord, qu'est-ce qu'il nous raconte Il nous raconte qu'il s'inspire des idées de Bernard Stiegler, là aussi. La première mémoire, c'est la mémoire immédiate. La deuxième mémoire, c'est la mémoire reliée, historique. La troisième mémoire, c'est la mémoire stockée, la mémoire des bouquins, des livres, des notes, tout ce qu'on enregistre. Pour lui, la quatrième mémoire, c'est cette mémoire qui est née d'Internet, cette mémoire des données, etc., d'informatisation de tout, qui devient une sorte de gigantesque monument qui est au fond l'alimentation première, hein, les logiques de big data, des machines, et notamment de l'IA et de l'IA générative. Et ce qu'il crée, il crée une sorte de mausolée, c'est un espace où il y a d'un côté un film où il imagine, parce qu'au fond, ce qui est assez fascinant dans ces IA, là je parle en termes d'usage, ce qui est intéressant, c'est que l'exemple de Tosteriel se positionne en amont finalement de l'usage en public, en quelque sorte, hein, en amont et en aval, puisqu'après il y a des drones qui... Là on est sur un type d'usage qui est une type de vision qui est effectivement très différent et qui s'intéresse en fait à ce que nous raconte l'IA en tant que telle, ce qu'elle provoque. Donc, ce que met en scène donc Grégory Chatonsky, c'est cette quatrième mémoire, cet espace latent qui crée non pas, je ne sais pas si vous avez utilisé ou pas des IA génératives avec ces logiques d'hallucination et tout le reste, mais je vous donne un exemple très simple, hein, c'est que à un moment donné, il y a eu une anecdote qui était une chanson faite via une IA d'Adèle. C'est un artiste qui a fait travailler une IA en disant « Fais-moi une chanson comme Adèle ». Fait la chanteuse Adèle. Il a fait cette chanson et ça a été un succès. Ça a été un succès et au point qu'Adèle s'est dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça quoi ? J'aurais pu chanter cette chanson, mais je ne l'ai jamais chantée. » Est-ce qu'on est dans l'irrationnel? Non. Est-ce qu'on est dans le rationnel? Non plus. Cette chanson n'a jamais existé. Dans l'espace latent des probabilités, il se trouve qu'elle est apparue. Chatonsky a un terme pour ça, il parle de dysfactuel. Chatonsky avec mon camarade Yves Citon, archiviste des médias. Il parle donc d'une logique de dysfactuel. C'est ni de l'irrationnel, c'est pas quelque chose qui n'existe absolument pas, c'est pas quelque chose qui existe en tant que tel dans le monde réel tel que le nôtre, c'est quelque chose qui aurait pu exister et qui soudainement voit le jour. Une chanson que n'a jamais chantée Adèle, mais qu'elle aurait pu chanter si l'on en croit les logiques de probabilité dans cette immense masse de données. Et donc cette chanson est devenue, a été prise par l'IA, et Adèle l'a reprise en concert. En fait, avec son public, il l'a chantée en même temps. Donc soudainement, elle rentre en plus dans son réel. En fait. Bon, au fond, ce que fait Chatonsky avec cette œuvre, la quatrième mémoire, c'est d'interroger des vies qu'il aurait pu avoir et qu'il n'a jamais eues. Donc il y a une sorte de film où on le voit avec des visages différents, avec des postures différentes. Il y a un corps, il y a différents éléments en fait qui mettent en scène ce rapport bizarre à la mémoire, cette logique de dysfactuel, cette quatrième mémoire paradoxale, inquiétante au sein même de l'œuvre. Et donc là, quelque part, il n'est pas du tout dans une logique de dénonciation, il n'est pas forcément dans une logique non plus d'approbation, il est dans une logique d'expérimentation. Voilà. Il utilise l'IA, il expérimente. Et je pense que c'est aussi nécessaire d'expérimenter. Donc voilà, voilà la conclusion. Donc qu'en dire voilà, juste un point qui est de dire, dans une période complexe comme la nôtre, dans une période en fait où on a une période où on se sent un petit peu démuni quand même parfois par rapport à un certain type de puissance, la puissance de l'IA, la puissance de ceux qui portent l'IA, c'est-à-dire on est d'autant plus démunis lorsqu'on sait que la fameuse purge du Doge, en fait, et la manière dont ils ont décidé de virer toutes les aides, en fait, et de virer tous les sites, en fait, qui avaient des mots comme inclusion, des mots liés à l'écologie, des mots liés au genre, c'est fait le cas l'IA. Hein. Donc on se sent démuni par rapport, évidemment,
un certain type d'usage de l'IA, on se sent démuni par rapport aux algorithmes bureaucratiques qui stigmatisent plus encore qu'avant ces algorithmes. Il y a plusieurs dimensions dans l'IA. Il y a une dimension par rapport à tout ce que ça fait en termes écologiques en amont. Il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs manières de regarder en quelque sorte. On peut regarder du côté de ceux qui pratiquent à un haut niveau, de ceux qui pratiquent à un très bas niveau, les travailleurs du CNIC, de ceux comme nous qui pratiquent depuis notre bureau par exemple. Donc on a, ma conviction en fait, hein, c'est que oui, le travail critique est absolument indispensable par rapport à ce billet, mais qu'il faut savoir le faire fonctionner à de multiples niveaux. Voilà, à de multiples niveaux. Et ma conviction est que pour mener cette mise à distance, la science est nécessaire, elle est indispensable, tout comme les enquêtes journalistiques, mais que ça ne suffit pas. Donc, y rajouter des fictions, des dispositifs jouant sur l'émotion est pour moi une clé majeure. Je vous remercie.